Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Mathieu Simonet. Merci à tous et toutes d'être venus assister à cet échange autour du nouveau récit de Mathieu, Le Grain de beauté, qui est publié aux éditions Philippe Ray. Le Grain de beauté, qui est un livre de deuil, un livre de vie, et qui évoque la mort il y a 6 ans moins un jour, le 5 février 2020, de Benoît, le mari de Mathieu, à l'âge de 46 ans. C'est un livre diffracté comme l'est le chagrin et fragmentaire comme l'est la mémoire. Qui nous fait passer aussi, nous lecteurs, par toute une série de détails, une multiplicité d'émotions dont cette rencontre va tenter de donner une idée, de donner la texture. On a une petite heure devant nous, qui devrait se terminer en musique, je spoil un petit peu, si tout va bien, mais on va commencer par une première lecture que Mathieu va donner, celle de 2 chapitres aux tonalités extrêmement différentes, extrêmement distinctes. Mais avant ça, quand même, une petite question. Mathieu, on est la veille du 5 février, comment vous vous sentez ? Eh bien, c'est une bonne question. Pour être tout à fait honnête, on m'a posé la question il y a 3-4 jours et je disais que la frontière de la mort de Benoît, qui était une frontière compliquée la première année, la deuxième année, la troisième année, j'avais l'impression que pour la 6e année, c'était haut les mains, très facile et que c'était anodin. Et je dois bien admettre que hier, j'ai eu une crise d'angoisse et je me suis dit, peut-être qu'il y a un rapport de cause à effet. Mais aujourd'hui, je me sens bien. D'accord, merci beaucoup. Un jour, Benoît a voulu me faire une surprise. Il a récupéré le mot de passe de mon ordinateur et a adressé un email type à tous mes contacts, personnels et professionnels, ce qui avait désagréablement surpris un de mes clients. Chacun était invité à écrire un texte, à envoyer un dessin ou à prendre une photo pour co-créer le livre de mes 40 ans. C'est à cette occasion qu'un ami d'amis a proposé de me prendre en photo. Parce qu'il est photographe et qu'il avait lu un de mes livres, cela ne m'a pas paru étrange. Mon amoureux nous a laissés tous les deux dans l'appartement de la rue Montorgueil. Hervé a sorti son appareil. Je n'étais jamais très à l'aise devant un objectif. Je savais que mon sourire se transformait souvent en demi-grimace sur une pellicule. Il y avait comme un déséquilibre lorsque j'en trouvais les lèvres, quelque chose qui ne passait pas. Le photographe sentait probablement que j'étais un peu crispé, que je n'arrivais pas à rester naturel. C'est la grande injustice devant les appareils photo. Pourquoi, chez certains, dont moi, quelque chose se fige, malgré nous, sur notre corps, dans notre attitude, sur nos visages? Il faisait probablement chaud. Je portais un pull marin bleu. Il m'a suggéré de l'enlever. Ce n'était pas assez. Ce photographe était extrêmement timide. Il n'y avait pas d'ambiguïté entre nous, je crois. J'aimais son travail, j'étais prêt à prendre des risques, à ne pas réfléchir, à suivre son désir. Il m'a avoué qu'il rêvait, depuis toujours, de faire du nu. Mais qu'il n'avait jamais osé. J'étais pudique, je n'aimais pas mon corps, mais j'aimais cette idée d'offrir une forme d'inspiration, une histoire, un bout de peau. Je sais que le rôle de la muse n'est pas si simple, car il s'agit avant tout d'un échange, d'un don de soi. C'est un exercice anti-narcissique. Cela peut paraître paradoxal, mais je sais qu'un artiste ne cherche pas forcément à mettre en valeur son modèle. Il peut préférer mettre en lumière une forme de fragilité, accentuer des défauts. J'étais prêt à tout cela. J'ai d'abord enlevé mon t-shirt. Je trouvais mon buste trop poilu, mon ventre pas assez plat. Je me suis laissé faire. J'ai ôté par la suite le pantalon, mes chaussettes, mon boxeur. Je n'avais jamais été nu devant un ami. Sauf 20 ans plus tôt pour Anne-Sara, qui m'avait photographié avec un coussin sur le sexe. Je lui avais rendu l'appareil, on hurlait de rire. Là, l'enjeu était plus sérieux. Il s'agissait de révéler le talent d'Hervé,
de l'aider à faire sa première photo de nu. J'avais l'impression qu'on tenait sur un fil. Nous étions deux funambules à une dizaine de mètres l'un de l'autre. Peu à peu, la gêne s'est transformée en tension. Non pas sexuelle, mais artistique. Je ne cherchais plus à rentrer mon ventre, je m'abandonnais devant Hervé, dont j'entendais le cliquetis de l'appareil. J'étais comme hypnotisé par cette séance, ce don contre don. Je me souviens qu'Hervé cherchait la meilleure lumière. Il avait suggéré qu'on pousse la table du salon, il avait ouvert en grand les rideaux, m'avait proposé de m'allonger sur le parquet. Mes deux bras formaient un demi-cercle au-dessus de ma tête, je ne pensais plus à rien. Et c'est alors que nous avons entendu un bruit. Celui d'une clé qui tournait dans la serrure. C'était Benoît qui revenait. Il nous avait laissé suffisamment de temps. De l'entrée, il ne pouvait pas nous voir, mais simplement nous entendre. « On a presque fini !» ai-je crié. Je sentais la froideur du parquet sur mon dos. « Mathieu est nu !» a précisé Hervé. Cette blague a fait rire Benoît qui a avancé de 3 pas pour pénétrer dans le salon. Il a tourné sur sa gauche et m'a vu, nu comme un verre, allongé au pied du photographe. Je n'ai pas eu le temps de le voir faire volte-face. J'ai entendu la porte de l'entrée claquer. Hervé a murmuré « Merde !» Je me suis redressé. Que se passait-il ? Je crois que Benoît l'a mal pris. Je ne comprenais pas pourquoi. J'avais l'impression de sortir d'un rêve brumeux. J'ai immédiatement essayé d'appeler mon amoureux, mais il ne répondait pas. Je me suis rhabillé, Hervé a pris congé, et j'ai couru dans tout le quartier pour retrouver Benoît. 15 minutes plus tard, je l'ai trouvé à une terrasse de café. Dépité, presque perdu. Je me suis assis en face de lui. Il tournait la tête pour que je ne sois pas dans son champ de vision. Il était mutique. J'ai insisté. Je bougeais ma chaise pour qu'il me regarde. Je le connaissais sur le bout des doigts. Il a fini par exploser. Qu'est-ce que tu foutais allongé dans le salon ? Je me faisais prendre en photo. Mais pourquoi à poil ? Parce qu'Hervé n'a jamais fait de nu et qu'il voulait tester. C'est important pour son travail de photographe. Benoît a levé les yeux au ciel. Si on te dit qu'un truc c'est de l'art, tu acceptes sans réfléchir. Ça dépend. Par exemple, si on te propose de tourner dans un porno en t'expliquant que c'est de l'art, tu dirais oui. Peut-être. Si la démarche me touche, si je sens que c'est important pour l'autre. Arrête. Benoît était hors de lui. Il montait sur ses grands chevaux. Mon attitude le laissait pantois. Et tu étais obligé d'ouvrir les rideaux pour que tous les voisins te voient. Ah, mais ça, c'était pour la lumière. Benoît soufflait en m'écoutant. Et en même temps, je voyais bien qu'il commençait à se détendre. Parce que cet échange lui permettait d'extérioriser ce qu'il avait ressenti. Ce bouillonnement dans le ventre qui le faisait souffrir. Jusqu'à sa mort, il a suspecté Hervé d'être ou d'avoir été mon amant, ce qui ne fut jamais le cas. Nous sommes juste devenus amis, complices, confidents. Dans le livre de mes 40 ans, Benoît a glissé une de ses photos. Le cliché a été recadré pour cacher mon sexe. Elle est en noir et blanc avec mon ventre un peu en avant. J'avais été frappé par cette image car je ne me vois jamais nu de profil. Je trouvais cette photographie précieuse. Elle marquait une étape, une nouvelle décennie. Et maintenant, le tout début du livre. Je ne m'étais pas mis à genoux depuis plus de 20 ans. Ce n'est pas tout à fait vrai. Cela m'était arrivé pour jouer aux garçons soumis, pour trouver un roman au pied de ma bibliothèque ou pour expérimenter un cours de yoga. Mais je n'avais plus adopté cette attitude dans l'intention de prier depuis les années 80 ou le début des années 90. Ce jour-là était différent. Benoît, mon amoureux, venait de mourir. J'étais dans la chambre qu'il occupait dans un centre de soins palliatifs et j'ai ressenti le besoin, un besoin impérieux, de me mettre à genoux et de prier, alors que je ne suis plus croyant depuis des décennies. Cette injonction venait de très loin,
du fond de mon cerveau. Je crois que j'avais demandé à être seul. Les amis étaient nombreux à attendre dans le couloir. Le personnel médical s'était retiré. Prenez votre temps. C'est ainsi que pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé en tête-à-tête avec le cadavre de Benoît. Lui allongé et surélevé, moi à genoux et au sol. Et j'ai prié. En collant mes paumes l'une contre l'autre, les doigts élancés vers le ciel. Toutes les forces de mon enfance, dans les années 70, quand je croyais en une divinité, sont venues à mon secours pendant quelques minutes. Rien dans cette pièce n'était crédible. La mort de Benoît était aussi improbable que l'apparition de la Vierge. Cette scène m'a procuré une certaine paix. J'ai compris qu'au milieu de la dépression, qui allait sans doute s'abattre sur moi pour une durée que je ne maîtrisais pas, j'allais également vivre des expériences nouvelles, douces, fortes, grâce à Benoît. D'une certaine manière, nous allions continuer de vivre ensemble, autrement. J'allais ainsi apprendre à vivre avec mes morts. Benoît était le second que je rencontrais. Le premier avait été ma mère, 11 ans plus tôt. Je me souviens qu'au moment où elle est décédée, le 4 juillet 2009, à 14h55, personne n'était à son chevet. Le personnel du centre de soins palliatifs nous avait prévenus. Même lorsque les familles sont disponibles 24 heures sur 24, les malades meurent généralement seuls. Un médecin m'avait raconté l'histoire d'une femme qui veillait son mari nuit et jour. Il est mort pile au moment où elle s'est absentée pour aller aux toilettes. Je trouvais que c'était une mauvaise blague. Je ne savais pas s'il l'avait fait exprès ou si c'était le fruit du hasard. Toujours est-il que cette prophétie, cette solitude du futur cadavre, s'est révélée exacte pour maman. Sa mort, l'instant précis de son décès, resterait pour toujours un mystère. Même l'heure officielle est une fiction. 14h55 correspond au chiffre que j'avais noté en entrant dans sa chambre. Mais en réalité, elle était morte un peu avant, au moment où une de mes tantes était descendue dans le jardin pour que je prenne la relève. Pour Benoît aussi, nous étions nombreux. On buvait, on riait, parfois on chuchotait. On savait qu'il allait mourir dans quelques jours. Depuis qu'il était ici, je dormais à côté de lui, sur un lit pliant. Les petits déjeuners étaient souvent joyeux, car Benoît avait de l'énergie après une nuit de sommeil. Un soir, nous sommes allés dîner dans une pizzeria. Benoît dormait déjà, il était 21h, c'était la fin des visites. On devait être une trentaine auprès de lui. 4 parmi nous sont partis en éclaireur. En sortant du centre, je me souviens d'avoir vu dans le jardin une adolescente qui pleurait. La filleule de Benoît, peut-être. Quand on est arrivé dans le restaurant, il y avait un brouhaha joyeux entre nous. Le sentiment étrange d'avoir été efficace. La journée avait été épuisante. J'avais des plaques rouges sur le visage. Sur une banquette à ma gauche, ma cousine s'était assise. À ma droite, il y avait Mona, qui était enceinte. La veille, elle avait annoncé à Benoît que sa fille naîtrait probablement le 12 mai, le jour de son anniversaire. Cette coïncidence m'avait bouleversé. On avait eu le temps de commander quelque chose à boire, peut-être une grande bouteille d'eau gazeuse. Sandrine était encore debout, et là, j'ai reçu un coup de fil de Cathy, qui était restée dans le centre de soins palliatifs. J'ai hésité à décrocher, j'avais envie de me poser. Depuis quelques jours, j'étais devenu le centre d'appel des proches de Benoît. J'envoyais des textos collectifs, ce n'était pas suffisant. On voulait entendre ma voix. Je laisse toujours mon téléphone en mode silencieux. Il ne vibre même pas. C'est ma méthode depuis longtemps pour conserver un peu d'espace. Souvent, je mets un certain temps avant de constater que quelqu'un m'a appelé. Mais là, j'ai vu le prénom Cathy
apparaître sur l'écran. Mon téléphone était posé sur la table, Mona était en train de me parler, je voulais me concentrer sur ce qu'elle me disait. Pendant quelques secondes, j'ai décidé de ne pas répondre. Puis, j'ai changé d'avis. Car j'ai pensé que Cathy voulait sans doute nous rejoindre et qu'elle ne savait pas où se trouvait le restaurant. J'étais presque fier de décrocher alors que j'étais sur le point de la snobber. J'ai voulu le lui dire. Cathy, de sa voix rapide et douce, un peu comme si elle chuchotait pour ne déranger personne, ne m'a pas laissé le temps de parler. Reviens tout de suite. À cet instant précis, je comprends que Benoît est mort. On n'avait pas encore commandé, ou si, peut-être. J'étais gêné pour la serveuse. Sandrine, qui me voit me lever, enfiler mon manteau à la hâte, dit « Je m'occupe de tout. » Je n'ai rien à payer, juste à courir. Je comprends que la mort de Benoît va tout changer, que le monde sera différent. J'aimerais revenir en arrière de quelques minutes, savoir qu'il est encore vivant, je cours. J'ai un besoin impérieux de le retrouver. C'est tout droit. La pizzeria est sur le même trottoir que le centre de soins palliatifs. Sur le chemin, je croise François ou Thomas qui est parti me chercher. Je ne m'arrête pas. On s'observe en un instant, comme dans un film au ralenti. Il reste figé, me regarde tel un marathonien qu'on encourage, et je cours. Cette apparition de François dans la nuit est une confirmation de la mort de Benoît. Je sens des sanglots qui montent, mais je ne pleure pas. Courir le plus rapidement possible est un objectif qui devient pour moi vital. Je ne pense plus qu'à ça, caresser son corps quand il est encore chaud. Je pénètre dans le centre de soins palliatifs, tout le monde est au courant, tous les amis sont là, il y a un silence. On me laisse courir. Personne ne cherche à me prendre dans ses bras, personne ne parle. Chacun sait qu'il faut que je retrouve Benoît, son cadavre, pour m'agenouiller devant lui. J'entre dans sa chambre. 2 infirmières sont autour du lit. L'une d'elles me dit « Il est encore vivant. » Je m'assois sur le bord du lit, je prends sa main, il la serre, puis il meurt presque instantanément. Deux salles, deux ambiances. Merci Mathieu. Eh ben, peut-être qu'on peut commencer par cette envie que vous avez eue de donner à entendre ces 2 textes extrêmement différents, l'un quasiment vaudevillesque et l'autre absolument tragique. Ben, je crois que dans ce livre, j'avais envie à la fois qu'on puisse comprendre la douleur du deuil et et c'est comme si on peut tout voir au ralenti quand il y a une mort, quand il y a un deuil, on est en sidération. Et donc, je pense que notre cerveau se souvient de certains détails. Et donc, j'avais envie de raconter ça. Mais j'avais aussi envie de raconter qu'il y a de la joie, de la vie et des choses drôles dans le deuil. Donc là, la scène que j'ai racontée, c'est une des rares scènes qui se passe pendant notre vie de couple avec Benoît, parce que mon objectif au début, c'était de ne pas raconter notre histoire, de raconter uniquement des choses que j'allais découvrir sur Benoît après sa mort. Mais j'ai fait quelques exceptions, et ce texte est le premier est une des exceptions, puisque c'est une des rares scènes dans laquelle je raconte mon quotidien avec Benoît. Alors, le livre est composé de 5 chapitres qui réinventent les fameuses 5 étapes du deuil. Dans ces 5 chapitres, il y a 174 parties. Dans quel ordre vous les avez écrites ? C'est-à-dire, j'imagine que dans les 5 années que vous avez passées à travailler sur le grain de beauté, la question de l'agencement a compté beaucoup, mais aussi qu'un souvenir en a amené un autre. Enfin, comment vous avez... est-ce que vous avez commencé par la mort de Benoît ? Est-ce que vous avez commencé par la scène antérieure ? Enfin, est-ce que vous pouvez raconter un petit peu par quel bout vous avez attrapé, vous, ce texte ? Alors en fait, et souvent c'est le cas pour mes livres, c'est que j'ai dû faire, une quinzaine de versions qui n'étaient pas des versions abouties, et donc une quinzaine de projets avec des débuts différents, avec un parti pris différent, etc. Et c'est au bout de
3 ans à peu près, 3 ans après la mort de Benoît, que j'ai trouvé la première scène et où j'ai eu le sentiment, j'ai tout de suite eu le titre, ça je l'ai eu dès la mort de Benoît, et au bout de 3 ans, j'ai eu la première scène que j'ai lue tout à l'heure, et je savais que cette scène, je savais que ce serait le début du livre. Après, j'avais écrit moi, je fais un peu comme si j'étais un réalisateur de documentaire, c'est-à-dire je prends plein de rushs, je filme, et il y a un moment donné où je décide de me mettre à la table de montage et où je vais commencer à faire ce montage. Donc assez vite, j'ai eu envie de faire ce remake des 5 étapes du deuil. Mais après, ça s'est construit. À chaque fois, mes livres, ils se construisent au fur et à mesure. C'est-à-dire, j'ai une intuition et puis j'affine les choses. Et puis un autre élément qui a été important, justement, quand j'ai commencé cette version, j'ai fait la rencontre de mon agente littéraire Catherine Nabokov, et ça a été un travail aussi de dialogue avec elle pour aboutir à une première version. Et je crois que c'est important de le noter parce que on pense souvent qu'un écrivain, il est seul dans sa chambre, et il y a beaucoup de personnes qui nous influencent plus ou moins. Et c'est comme dans un film. Dans un film, ça paraît normal d'avoir le générique de fin avec tout le monde. Et après, dans les personnes qui sont dans notre cuisine, ça c'est quelque chose de très rare. Moi, en général, j'aime pas montrer un texte sans avoir la V1. Mais avec Catherine, j'ai senti que c'était possible et quelque part, la construction s'est nouée aussi avec ce va-et-vient avec Catherine. Alors, quand vous dites que la première scène, vous l'avez eue après 3 ans, ça veut dire que vous avez repoussé le moment de l'écrire ? Oui. Sans doute. Alors, oui, en tout cas, initialement, comme Benoît est mort d'un grain de beauté sur le sexe et que c'est assez rare, j'étais parti d'abord sur une première scène où c'était la question du grain de beauté sur son sexe. Et je pensais que la scène de la mort irait plus tard. Et je ne sais plus pourquoi, il y a un moment donné, souvent moi dans mes livres, je me décourage à un certain moment, quand j'en suis à 10 versions, 15 versions sur mon ordinateur. Et sur chaque version, sur une version, j'ai ensuite 50 sous-versions. C'est-à-dire tous les jours, je change de version pour ne rien perdre. Et il y a un moment donné où j'ai l'impression d'être englouti dans toutes ces versions et de ne plus y arriver. Et dans ces cas-là, à un moment donné, je me dis je recommence tout à zéro. Et souvent, je vais dans un café et je prends un carnet et je me dis je recommence à zéro. Et c'est là où j'ai écrit la première scène. Et c'est un peu comme peut-être dans une reconnaissance amoureuse, j'ai eu l'impression que cette première scène, je l'avais trouvée, comme quand on trouve un amoureux, une amoureuse, c'était elle. Alors, vous l'avez dit, le grain de beauté, c'est le responsable de la mort de Benoît, mais donc vous l'avez aussi eu en titre, sans doute parce qu'on entend aussi cette idée de mettre de la beauté, enfin voilà, un grain de beauté dans ce que c'est que le deuil, et puis quelque chose comme le grain de folie, qui est une expression qui correspond par ailleurs aussi à ce que vous racontez du deuil et des formes de folie qui ont pu vous saisir. C'était tout ça qui était à l'œuvre pour vous dans cette notion, dans cette idée d'un grain de beauté, du grain de beauté comme titre. Alors, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, l'expression le grain de beauté, enfin les mots le grain de beauté, je trouve ça très beau. Et effectivement, je trouvais qu'il y avait un potentiel. Enfin, je trouve que dans l'histoire de Benoît avec son grain de beauté, puisque son grain de beauté est apparu quand il avait 20 ans, il en est mort un quart de siècle plus tard, je trouvais qu'il y avait une espèce de contraste. Et donc j'adore entendre le grain de beauté. Et je trouve ça intéressant quand une belle expression cache quelque chose de plus complexe. Et après, le grain de folie, j'avais pas fait le lien, mais c'est pertinent. Et ce qui est certain, c'est qu'effectivement, enfin, j'avais pas fait le lien pour le titre, mais il est certain que pour moi, c'était important de montrer que dans le deuil, il y a une forme de folie, une folie qui nous rend aussi heureux, et peut-être une folie aussi qui nous culpabilise. C'est-à-dire, je pense que dès qu'on est endeuillé, dans les premières semaines du deuil, on fait des choses étranges. On peut avoir des tocs, on peut avoir on peut être totalement psychorigide sur une chose qu'il faut absolument. Et ça m'intéressait effectivement de parler du deuil à travers une folie qui est une folie ordinaire qu'on connaît tous. Et c'est vrai que dans le cycle du deuil, habituellement, on dit que la première étape, c'est le choc.
et ou le déni. Et moi, j'avais plus l'impression que ma première étape, c'était des microfolies et qu'on connaît peut-être tous cela, ces microfolies du deuil, qui sont en soi une étape. Je pense que quand on vit quelque chose de difficile, le fait de voir qu'il y a une partie romanesque dans ce que l'on vit, ça permet ça permet de nous faire tenir debout, et qu'on soit écrivain ou qu'on ne le soit pas, qu'on publie ou qu'on ne publie pas, qu'on écrive ou qu'on n'écrit pas. Je pense que c'est important d'avoir une petite voix à côté de nous qui nous dit « c'est horrible ce qui est en train de se passer, je me suis fait larguer, je suis au chômage, j'ai perdu mon amoureux ou je ne sais qui ». Mais c'est quand même un peu exceptionnel ce que je suis en train de vivre, et il y a potentiellement une histoire à observer. Je pense qu'on peut tous être des observateurs de la seconde histoire qu'on peut entendre. Et ça ne nous enlève pas le chagrin, mais ça nous permet de tenir un petit peu mieux. Alors, le premier passage que vous avez lu sur cette prise de photo, et c'est en fait un livre où il est pas mal question de photographie. Voilà, donc il y a cette séance en l'absence de Benoît, mais qui au fond lui est un peu offerte par lui, enfin en tout cas déclenchée par lui. Il y a une autre séance pour un certain journal qui s'appelle Le Monde, qui se trouve être mon employeur, qui occasionne une très rare dispute entre vous, et qui est un moment important, et qui est un des autres moments qui est raconté de votre vie commune. Et puis alors à la fin, vous avez une note qui explique qu'il y a des espèces de légers arrangements avec le réel, enfin une manière de traverser la réalité, plutôt dites-vous à certains endroits, comme un photographe qui manipulerait la réalité avec un cadrage qui ne serait pas objectif. Je voudrais que vous nous disiez un petit peu quel rapport vous entretenez avec la photo, en particulier peut-être dans ce livre-là. Sachant qu'il y a aussi il y a un photographe, alors c'est peut-être un hasard, mais qui joue un rôle très important, qui a un ami très très éloigné, qui est celui qui prend en charge, après 2 ans, de vous dire écoute, moi je suis pas un proche, donc je peux te le dire, il faut que ce deuil, que tu arrêtes d'avoir comme identité d'être veuf. Et il se trouve qu'il est photographe. Donc est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu du rôle de la photo dans le grain de beauté pour vous? Alors, il y a le rôle de la photo, il est double. Souvent, j'utilise effectivement le parallèle du photographe qui... Souvent, on me demande si ce que j'écris, est-ce que c'est un roman ou un récit. Et pour moi, c'est toujours important. Alors, je pars toujours du réel, donc on pourrait se dire que c'est du récit. Mais pour moi, je vais vers ce que j'appelle un roman autobiographique, parce que justement... si on prenait des images de ce qu'on est en train de vivre là en ce moment, si je prenais des images avec un certain cadrage, je peux totalement transformer la réalité, et tout comme avec un montage de film. Donc c'est en ça que pour moi j'ai l'impression, souvent j'explique que si jamais je prenais une photo d'un bout de, je sais pas, juste d'un des spots de lumière pour dire voilà ce qui s'est passé ce soir, ça correspond pas à la réalité. Donc ça, c'est le parallèle par rapport à mon écriture. Ensuite, la photo, il se trouve que en fait, paradoxalement, j'avais pas plus réfléchi à la place de la photo et des photographes dans ce livre, mais c'est vrai qu'elle est importante, parce que tous les photographes ont un rôle fort. Peut-être que ce qui m'intéresse avec les photographes, c'est que moi, n'étant pas photographe, je me retrouve de l'autre côté du miroir. Et c'est comme si ça me permettait de rentrer en empathie avec les gens dont je m'inspire. Et donc je pense que c'est ça qui me... Parce que je pense que quand on est photographié, on a envie d'être pris sous une belle lumière, on aimerait bien être beau. Et on voit bien qu'il y a un truc qui est bizarre en nous, et qu'on n'est pas naturel, et qu'on pose alors qu'on n'aimerait pas poser, et qu'on sait qu'en posant on va pas être bien. Et j'ai l'impression que de temps en temps que cet inconfort me permet peut-être de toucher du doigt l'inconfort des personnes dont je m'inspire, qui à la fois peuvent être contentes d'être dans un livre, mais en même temps se retrouvent pas totalement, sont pas forcément sous le jour qu'elles aimeraient avoir. Et après, alors ça c'était aussi une idée de Catherine qui m'a dit, mais tu parles beaucoup de photos. Alors si elle m'avait dit, comme vous, elle m'avait dit, on entend beaucoup la photo dans le livre, est-ce que ça serait pas bien d'en mettre pour de vrai ? D'où l'idée de mettre 5 photos pour les 5 parties du livre, et ça permet de voir Benoît grandir. Et en fait, c'est une autre façon de voir le livre, de voir Benoît enfant, adolescent. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touché
en fabriquant ce livre, d'avoir Benoît qui grandissait en images. À propos du lien entre la littérature et les autres arts, vous dites parfois que vous envisagez comme l'enfant illégitime d'Hervé Guibert et de Sophie Calle, et donc un peu à la croisée de l'écriture intime et de la performance ludique. Alors, ce qui pourrait paraître étonnant s'agissant d'un livre de deuil, néanmoins, vous y écrivez à un moment que vous vous interrogez, enfin vous voudriez organiser le procès de la maladie de Benoît pour pouvoir en faire. Attendez, excusez-moi, je retrouve ma citation. Et je l'ai perdue, c'est terrible. Mais en tout cas, oui, c'est ça. Être dans le box des accusés, je rêve de faire de cette histoire un jeu pour dire stop quand je ne supporterai plus cette fiction. Donc voilà, il y a quelque chose de l'art contemporain qui rentre dans votre travail d'écriture, et y compris dans le texte dont on pourrait imaginer qu'il est le moins ludique que vous ayez écrit. Mais peut-être qu'il n'est pas le moins ludique. Oui, je pense que moi, à chaque fois, j'écris sur des sujets intimes, mais j'écris toujours sur des sujets intimes sur lesquels j'ai l'impression de m'être suffisamment détaché pour pouvoir jouer avec ce matériau intime. Donc, quand j'ai commencé à écrire sur Benoît, au bout de 3 ans après sa mort, je l'ai écrit parce que j'avais envie de jouer avec sa mort. J'avais envie de jouer avec le deuil, j'avais pas un besoin thérapeutique ou un besoin de... Quelque part, le deuil et les douleurs que j'ai pu avoir, je les ai réglées ailleurs que dans l'écriture. Et dans l'écriture, je plonge dans l'écriture, je ne m'intéresse à l'écriture que lorsque j'ai pris suffisamment de recul et que je peux vraiment jouer comme si on jouait aux cow-boys et aux Indiens. Et pour moi, le lien entre l'enfance et l'écriture, ou entre l'écriture et la performance, c'est ce qui m'intéresse. Et donc, c'est pour ça que j'aime essayer de trouver à chaque fois une petite performance. Et là, par exemple, une performance que j'évoque en quelques lignes, c'est que Benoît me reprochait toujours de ne pas lui offrir de fleurs. Et de manière générale, il me reprochait de ne pas faire de cadeaux, et je n'aime pas faire de cadeaux. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me met mal à l'aise dans le fait de faire un cadeau. Alors je sais bien que c'est pas bien et que ça fait plaisir aux gens. Et Benoît me disait vraiment, si tu m'offres une fleur, ça me fait tellement plaisir. Et tous les 3 ans, 4 ans, je pensais à lui offrir une fleur, et ça lui faisait un bien fou. Et donc, pour son dernier Noël, on savait tous qu'il allait mourir dans quelques semaines. Je me suis dit, je vais lui offrir un abonnement de fleurs pendant 1 an. Et je me disais, il pourra, dans la boutique en bas de chez nous, aller chercher des fleurs quand il veut pendant 1 an. Et c'était une fiction, puisqu'on savait bien, lui et moi, qu'il n'avait pas le droit, d'autant plus que dans la chambre d'hôpital, on nous a indiqué qu'on ne pouvait pas apporter des fleurs, ce que je trouvais terrible. Et Benoît m'a dit que c'était le plus beau cadeau que je lui avais jamais fait, qu'on lui avait jamais fait. Et, enfin, j'étais hyper heureux de lui avoir fait ce plaisir. Et il meurt. Il y a le confinement qui intervient juste après, et donc se pose la question de que faire de ces fleurs. Et à chaque fois que je repassais devant la boutique de fleurs, j'avais l'impression comme si j'avais laissé un repas pas fini. Enfin, je me disais, il faut que je fasse quelque chose de ces fleurs, et j'arrivais pas à faire quelque chose de ces fleurs. Et c'est justement après l'échange avec le photographe dont vous parliez tout à l'heure, qui, au bout de 2 ans, me dit... Non, excusez-moi, j'ai fait une digression, je me suis trompé. C'est toujours est-il qu'au bout de 2 ans, je me dis, est-ce que je pourrais pas, et c'est là où il y a la micro-performance, est-ce que je pourrais pas offrir 100 fleurs à des inconnus de la boutique, qui est rue Montorgueil, là où on habitait, jusqu'au Père-Lachaise, là où est Benoît. Et puis assez vite, il y a une amie, Éden Ducourant, qui me dit, est-ce que je peux pas t'accompagner ? Et donc on va faire ce projet ensemble, et elle va photographier les mains de toutes les personnes, de tous les inconnus à qui on donne des fleurs. Et en fait, c'était il y a 4 ans, plus un jour, puisque c'était le jour anniversaire des 2 ans de la mort de Benoît. Et en fait, c'était merveilleux, parce que je trouve que quand on crée un dispositif ou quand on met en place quelque chose d'un peu performatif, eh bien, on ne sait pas ce qui va arriver. Et donc là, par exemple, moi, j'avais été très touché par une prostituée qui a pleuré en disant que c'était la première fois qu'on lui offrait une fleur. Et il y avait des gens qui voulaient... Enfin, on a fait plein de rencontres. Il y a des gens aussi... C'est là où on était un peu en empathie, comme les personnes qui demandent de l'argent dans le métro. Je voyais bien que quand on proposait aux gens une fleur, certains pensaient
qu'on était en train de faire la manche et nous repoussait de la main ou disait non, on n'a pas le temps. Et donc, ça a été une expérience très joyeuse avec Eden, qui a donné lieu à des photos et tout. Et en fait, j'aime quand à un moment donné, on peut, par des choses très très simples, reprendre jouer comme quand on était enfant, à la mort ou à l'amour ou à ceci ou à cela, et là, en l'espèce, à la mort. Parce que parce que je pense que face au deuil, toute la question, c'est de savoir comment on va pouvoir nouer la vie et la mort. Et on ne peut pas occulter la mort, mais on peut injecter de la vie en étant fidèle à la mort. Et il y a des moments où ça marche. Et là, en tout cas, avec cette marche des fleurs, ça avait marché. Alors, vous avez un tout petit peu parlé, voilà, c'est après avoir posté les photos de cette marche des fleurs que cet ami, que ce photographe vous dit, écoute, moi je peux te le dire, les autres, tes amis proches ne peuvent pas. Il est peut-être temps d'arrêter de te définir comme veuf, mais ça veut dire que voilà, c'est une performance qui déclenche quelque chose chez les autres. Donc ça fait un peu moins d'un mois que le Grain de beauté est sorti. Qu'est-ce que ça provoque comme réaction, comme échange depuis pour vous ? Je pense, je sais que pour le Grain de beauté, j'ai eu l'impression que je me livrais plus que dans d'autres livres. Et d'habitude, je suis assez à l'aise avec cette frontière entre la pudeur et l'impudeur. J'ai l'impression de maîtriser les choses et là, j'ai l'impression de ne pas les maîtriser totalement. Et je n'étais pas à l'aise sur un point très précis, c'est que j'ai conscience que comme je suis le seul à avoir écrit un livre sur Benoît pour l'instant, je donne quelque part une version officielle de Benoît. Et je me disais que je trahissais sans doute la manière dont d'autres proches... Enfin, je me disais que les amis proches de Benoît, que la famille de Benoît, que ça allait les heurter. Qu'ils allaient finalement dire mais c'est pas lui le Benoît qu'on a connu. Et j'étais très et je me disais je vais perdre tous les amis que j'ai, les amis de Benoît, je vais me fâcher avec la famille de Benoît, je vais me fâcher aussi puisque aujourd'hui je vis avec un nouveau garçon, David, et tout l'enjeu c'est d'arriver à faire un couple à 3 avec un mort et un vivant, et je me disais aussi avec David ça va être compliqué, et j'étais persuadé en décembre, il n'y a pas très longtemps, que ce livre allait me poser des problèmes. Et je me disais que le moment le plus agréable, c'était le moment où le livre existe, mais où il n'était pas en librairie. Je me disais, il existe, personne ne l'a lu, ça va. Le livre de Schrödinger. Voilà, c'était justement... Voilà. Et en fait, j'ai senti que pour moi, finalement, pour l'instant, je me suis disputé avec personne. Et il y a eu un moment très important pour moi. J'étais invité il y a 2 semaines à un festival qui s'appelle Le Goût des Autres au Havre. Et juste avant de reprendre le train pour Paris, j'ai eu le frère de Benoît, et j'étais un des 2 frères de Benoît, et j'étais tétanisé par sa lecture. J'étais persuadé que ça allait le heurter, et il m'a dit qu'il avait été touché, qu'il avait aimé le livre. Et j'ai senti un poids, mais c'est là où je me suis rendu compte. Mais c'est le moment, donc c'était il y a 10 jours, c'est le moment où je me suis senti heureux et libre par rapport à ce livre. C'est après ce coup de fil avec le frère de Benoît. Et finalement, et aujourd'hui, j'ai l'impression, je reçois beaucoup de témoignages de veufs ou de veuves, et ça me touche beaucoup, et notamment des témoignages de veufs ou de veuves d'un certain âge. Là, il y a une veuve, il n'y a pas très longtemps, qui me dit qu'elle s'est retrouvée dans ce livre, alors que c'est une histoire, elle est hétérosexuelle, et qu'elle a le sentiment d'être... Et le fait qu'elle ait 72 ou 75 ans, qu'on ne soit pas du même âge, ça m'a beaucoup touché. Et donc j'ai l'impression, là, d'être dans une communauté d'endeuillées joyeuses. Vous écrivez que pendant vos 15 ans de vie commune, l'idée ne vous avait jamais traversé l'esprit d'écrire sur Benoît, et que quand il est mort, c'est au contraire devenu une obsession. Alors il apparaissait dans vos livres sous le nom de Baptiste, et c'est sous ce nom qu'il a témoigné dans une émission de France Culture qui a été diffusée il y a 10 ans, pile en 2016. Donc est-ce qu'il serait possible d'entendre Benoît, connu là sous le nom de Baptiste, à la radio ? À quel moment vous avez rencontré Mathieu et quelle place avait l'écriture à ce moment-là dans sa vie, Baptiste ? Moi, j'ai rencontré Mathieu il y a un peu plus de 10 ans et elle avait la même place qu'aujourd'hui, c'est-à-dire une place primordiale, fondamentale, absolue. J'ai trouvé ma place à côté et au sein de tout ça, mais c'est vrai que ce que disait Mathieu sur le fait que pour lui être écrivain, c'est tout considéré par le prisme de l'écriture, j'en témoigne, c'est sa façon de vivre les choses, mais à l'époque c'était surtout un blog, je crois, que Mathieu tenait quotidiennement sur Le Monde.
qui alimentait nos discussions, puisque je suis apparu sur ce blog un jour subitement, juste après notre rencontre, et ça a été le début pour moi de l'apprentissage d'être un personnage au sein de son écriture. Vous voulez commenter ? Moi, j'aime beaucoup la voix de Benoît. Donc j'ai toujours beaucoup d'émotions quand j'entends la voix de Benoît. Et j'avais oublié, parce que j'ai retrouvé cette archive la semaine dernière, j'avais totalement oublié que Benoît parlait de lui en tant que personnage. Parce que Benoît, justement, quand on s'est rencontrés, m'a demandé, était très pudique, ne voulait pas que je parle de lui dans mes livres. Donc on s'était mis d'accord sur plusieurs règles. 1, je parlerai de lui sous le nom de Baptiste. 2, il n'apparaîtrait quasiment pas. Et puis, dans un livre qui s'appelle Anne Saraka, que j'ai sorti il y a quelques années, j'évoque le fait que j'ai une discussion avec Benoît, après avoir écrit sur mon père, sur ma mère, et je veux écrire sur ma meilleure amie, Anne Sarah. Et Benoît me dit évidemment que tu vas écrire sur Anne Sarah, tu vas pas écrire sur moi, ça t'intéresserait pas, c'est pas intéressant. Et je dis si, ce serait intéressant. Et j'écris dans le livre que je dis mais évidemment que ça m'intéresserait pas du tout d'écrire sur Benoît, il y aurait aucun intérêt. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois avant de mourir, il a pris l'avion pour la dernière fois. Il revenait d'Asie et il est tombé sur un dessin animé qui s'appelle Coco, qui est inspiré d'une légende mexicaine qui raconte qu'on ne meurt vraiment que quand plus personne ne se souvient de nous. Et il m'expliquait que dans l'avion, il n'arrêtait pas de pleurer. Il savait qu'il allait bientôt mourir. Il n'arrêtait pas de pleurer en regardant le dessin animé. Et comme il était grand, il faisait 1m90, il se disait, mais c'est ridicule, les gens voient un grand gaillard qui est en train de pleurer sur un dessin animé. Donc il m'expliquait qu'il n'arrêtait pas de couper, de regarder un film drôle, et puis il revenait sur Coco. Et 2-3 mois avant de mourir, il m'a parlé de ce film Coco. Et il m'en avait pas parlé tout de suite et il m'a dit écoute, j'aimerais que tu écrives, j'aimerais que tu prennes des notes sur ce qu'on est en train de vivre et j'aimerais que tu écrives cette histoire et j'aimerais qu'on ne m'oublie jamais. Mais j'avais oublié qu'il y a 10 ans plus tôt, enfin il y a 10 ans qu'on avait déjà, enfin j'avais oublié cette archive et donc voilà, pour moi j'ai toujours beaucoup d'émotions quand j'écoute la voix de Benoît. Mais outre qu'il vous a intimé d'écrire sur lui, il vous a donné accès à toutes ces archives. Alors, nettoyées sans doute avant, mais il vous a donné vraiment libre droit de pâture dans son ordinateur, dans son téléphone. Et par conséquent, dans les 174 parties du texte, il y en a un certain nombre qui viennent qui sont des textes de Benoît. Donc qu'est-ce que ça vous fait d'entremêler vos voix comme ça, de le faire entendre comme il est de manière parfaitement inédite? Il y a des haïkus, il y a des éléments de journal. Alors ce qui est certain, c'est que Benoît m'a effectivement donné carte blanche sur tout. Il m'a donné accès à tout. Néanmoins, il y a sur son ordinateur, effectivement, il avait fait visiblement du tri et il y avait un document qui était crypté, qui était son journal de 2005, qui avait quand même le titre. Et donc j'en étais malade, parce que s'il y avait un document que j'avais envie d'ouvrir, c'était son journal de 2005, puisque c'est notre première année de vie ensemble, une vie commune. Et grâce à un hacker, j'ai pu retrouver le mot de passe qui était neuneux. Et ça m'a permis d'accéder à ce journal. Et ça a été une grande émotion pour moi de lire ce journal, parce que j'avais oublié tout. Finalement, et notamment, on se connaît depuis 2 mois et on est séparés pour la première fois depuis 2 mois parce qu'il est chez son frère, justement, celui que j'ai eu au téléphone récemment. Il est chez son frère. Son frère n'est pas au courant encore que Benoît est gay, qu'il vit avec un garçon. Donc on ne peut pas être ensemble et on va passer la nuit au téléphone pour la première fois et on va avoir une conversation de 5-6 heures. J'ai retrouvé d'ailleurs, je suis un peu obsessionnel, j'ai retrouvé les factures de téléphone avec le jour, l'heure exacte. Et pendant cette conversation, Benoît explique dans son journal qu'on se fait une promesse, qu'on écrira un jour un livre ensemble. Et donc de manière plus générale, moi j'aime bien faire ce que j'appelle des autobiographies collectives, c'est-à-dire dans mes livres, il y a toujours des extraits qui ne sont pas écrits par moi et que j'intègre comme un monteur de cinéma. Et donc là, j'avais envie d'intégrer effectivement en plus, Benoît, je trouve, écrivait très bien. J'avais envie d'intégrer une partie de son journal. Et puis,
6 mois avant de mourir, toujours à un moment où il savait qu'il allait mourir, il a effectivement écrit ce qu'il appelait des haïkus, où il partait d'un mot, et sur un petit carnet jaune, il écrivait à la main, sans s'arrêter, un petit texte court en lien avec ce mot. Et c'est vrai que le fait qu'il l'ait écrit 6 mois avant de mourir, et j'ai eu le sentiment, en lisant ces haïkus, qu'il savait que j'allais utiliser ces haïkus dans un livre. Et donc après, il fallait trouver la bonne place. Et là, je fais la métaphore souvent avec un musicien. J'essaye comme un musicien je passe un temps fou à relire le montage que je fais, pas pour voir si ça tient au niveau logique. Enfin, j'essaye aussi de faire en sorte que ça tient au niveau logique et que le lecteur soit pas perdu. Mais surtout, j'essaie de voir au niveau du son. Est-ce que les transitions fonctionnent vraiment au niveau sonore? Et donc tout l'enjeu par rapport au haïku de Benoît, et j'ai fait plein de tentatives, c'était de me dire si je le mets juste là, qu'est-ce que ça produit en termes de son? Et la grande question que je me pose, c'est est-ce que cette sonorité qui est tellement importante pour moi, est-ce qu'un lecteur ou une lectrice ressent la même? Et je ne crois pas. Je crois que chaque lecteur, chaque lectrice ressent des choses différentes. Et je m'en étais rendu compte avec mon éditeur historique, le premier éditeur René Tsekati, qui, je voyais bien, aimait vraiment mon écriture, aime mon écriture, mais il aimait pas mon écriture pour les mêmes raisons que moi. Et donc je pense qu'on a chacun un rapport singulier. Et aujourd'hui, Philippe Ray, qui est mon nouvel éditeur, pareil, je pense qu'il aime mon écriture, mais je pense qu'on aime... Voilà, chacun a son... Je pense que c'est ce que j'appelle la littérature augmentée. C'est tout ce que le lecteur apporte au livre qui n'a pas été prévu par l'auteur. C'est comme si on se faisait un petit film dans notre tête et qu'il n'y a pas que le livre, il y a tout ce que le lecteur apporte en termes de musique, d'image, d'évocation. Alors le temps passe terriblement vite et on a des petites surprises qui nous attendent. Et donc je voudrais vous poser quand même une dernière question sur la mémoire. Parce que à plusieurs reprises, on entend chez vous une angoisse de ce qui disparaît, ce qui s'effrite, ce qui a déjà disparu. Est-ce que vous vous étiez donné 5 ans pour écrire Le Grain de beauté parce que voilà, vous ne vouliez pas dépasser ce temps de la mémoire, et quel est votre rapport à ces oublis et de penser qu'il y a des choses qui ne seront pas dans le texte? Alors, je ne m'étais pas donné 5 ans. Je sais que, par exemple, pour un de mes livres qui s'appelle Barbe-Rose, j'ai mis 12 ans. Donc, je sais que je peux être... Sur votre père? Sur mon père, ouais. Sur mon père. Et donc, je peux être très lent. Donc, je ne m'étais pas donné 5 ans. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, comme ce livre était construit sur les 5 étapes du deuil, je m'étais dit, je trouvais ça joli de le faire en 5 ans. Mais c'était presque une petite surprise que je découvrais après coup. Et ce n'était pas une ambition. Après, sur ce qui disparaît... je sais qu'il y a un peu un parallèle avec les objets de Benoît. Que faire des objets de Benoît? Donc, il y a certains vêtements que j'ai donnés, et notamment, il y a des choses que j'ai données, mais j'ai encore beaucoup d'affaires de Benoît. Et il y a à peu près 1 an ou 2 ans, sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à sélectionner certains objets de Benoît en faisant un appel, en disant « j'aimerais qu'il y ait des gardiens des objets de Benoît ». Et donc, j'ai reçu des messages adorables de gens que je connaissais ou que je ne connaissais pas, qui me disaient « moi, j'aimerais bien être le gardien, la gardienne d'un objet de Benoît ». Et je ne sais pas pourquoi, après, je n'ai pas tenu promesse, je n'ai pas donné de réponse, et parce que j'étais dans le livre. Et je m'étais dit « je reverrai ça après le livre ». Et je sais que normalement, il y a quelqu'un qui est dans la salle, qui m'a envoyé un petit message... il y a quelques jours en me disant moi j'étais une des gardiennes de Benoît, je m'étais positionné sur les crayons de couleur, est-ce que je pourrais les avoir aujourd'hui? Et je lui ai dit je vais essayer de les retrouver, et je ne les ai pas encore retrouvés, mais promis. Et s'il y a d'autres dans la salle, d'autres personnes qui veulent être gardiennes d'objets de Benoît, je sais que c'est le bon moment pour... cette année va être la bonne année pour me séparer des objets de Benoît. Alors là, on va vous écouter lire à nouveau un passage qui mêle la vie, la mort, le sexe, assez précisément. Très bon résumé. J'allais de moins en moins souvent au Père-Lachaise. Parfois, je culpabilisais, car je savais que les dernières fleurs déposées avaient dû sécher. Dès que je recevais un texto m'informant qu'un tel était passé devant la petite chapelle,
J'avais le sentiment d'être pris la main dans le sac, comme si je venais de prêter mon appartement sans avoir fait la vaisselle. Parfois, c'était des inconnus qui m'écrivaient, ou des semi-inconnus, des personnes que j'avais croisées une fois dans ma vie, que je suivais sur les réseaux sociaux. Je me souviens notamment d'un comédien avec qui j'avais fait de la figuration pour le film d'un réalisateur iranien. 10 ans plus tard, il m'a écrit sur Facebook. Il venait de perdre son mari, qui avait été enterré au Père-Lachaise, et c'est ainsi, par hasard, qu'il était tombé sur mon nom. J'étais dans un café lorsque j'ai vu son message. J'ai eu honte en pensant aux tournesols abandonnés depuis 1 mois. J'ai couru au cimetière. Arrivé devant la petite chapelle, je les ai jetés dans une poubelle. Puis, j'ai commencé à enlever la poussière sur le cadre de la photo posée derrière la petite grille qui protège sa case. Ce cliché représente Benoît au milieu d'une partie de l'équipe technique du Fnac Live. La plupart des hommes et des femmes qui y figurent sont de parfaits inconnus pour moi. J'avais choisi cette photo non seulement parce que Benoît y arbore un sourire magnifique, mais aussi parce que j'aimais l'idée qu'au seuil de la mort, ce ne serait pas une photo de lui ou de nous deux qui se dresserait, mais celle de personnes qui me resteraient mystérieuses. Au fil des années, le cadre en bois de la photo s'est abîmé à cause de la pluie et du vent. Mes gestes n'étaient pas fluides. Il fallait passer les doigts et les mains entre le grillage pour tenter de la nettoyer. Afin d'accéder plus facilement à la photo, j'aurais pu prendre rendez-vous avec l'administration, leur demander la clé de la grille. Mais je n'ai jamais entamé cette démarche qui me semblait trop compliquée. Et c'est là, en époussetant le cadre de la photo, que je l'ai involontairement déplacé. Derrière, j'ai trouvé un emballage de préservatifs qui n'avait pas été ouvert. Pourquoi se trouvait-il ici ? J'ai d'abord pensé que c'était un de ces amants secrets qu'il y avait déposé. Cela m'a fait sourire. J'y voyais un geste romantique. Puis, sans transition, une autre explication a surgi dans mon cerveau. Et si c'était quelqu'un qui me voulait du mal, me signifiant qu'il savait très bien que derrière mes airs de veuf éploré, je me répandais sur des applications de rencontres pour imaginer des scénarios lubriques. Cette hypothèse m'a mis mal à l'aise. Est-ce que quelqu'un m'épiait ? Je suis reparti chez moi en laissant le préservatif sur place. J'en ai parlé autour de moi. La plupart trouvaient cette histoire sordide. À les écouter, j'avais l'impression qu'un homme ou une femme avait pissé sur la tombe de Benoît, alors que moi, je continuais de penser que ce préservatif était peut-être une offrande bienveillante. Certains m'expliquaient que des hommes et des femmes sont excités par la mort, qu'ils couchent entre des tombes. Un de ces adeptes du sexe morbide avait peut-être laissé un préservatif de secours derrière la photo de Benoît. Cette histoire m'a d'abord semblé crédible. Puis, il m'est apparu qu'elle ne tenait pas debout. Il est plus simple de cacher un préservatif dans sa poche que dans une chapelle cinéraire. Ou alors, me disait un autre, c'est un couple qui a été surpris au moment où ils allaient passer à l'acte. Ils ont caché l'arme du crime pour ne pas être suspectés de vouloir s'ébattre parmi les morts. Non, cette hypothèse ne tenait pas non plus. En explorant ces différentes pistes, j'ai soudain craint que le préservatif disparaisse. Cette capote faisait partie de l'histoire de la petite chapelle. Je ne voulais pas qu'elle se volatilise. Je désirais la conserver comme une pièce à conviction, comme un trésor. De nouveau, j'ai couru jusqu'au Père-Lachaise. J'avais l'impression que tout allait se jouer à quelques minutes près. Je craignais sa disparition imminente. Heureusement, le préservatif était toujours en place. J'ai vérifié l'emballage, il n'était pas périmé. J'ai hésité à l'utiliser. Non,
Cela aurait été sacrilège. Il valait mieux le conserver dans une petite boîte pour l'éternité. Et alors, avant de nous séparer, cher Mathieu, vous avez voulu qu'il y ait un moment de chanson de Thébault, de Pauline Croze. Pour quelle raison ? Eh bien, dans ce livre, il est beaucoup question de chansons, puisque Benoît travaillait dans la musique. Et j'avais assez envie que les lectrices et les lecteurs écoutent les chansons qui sont évoquées dans le livre. Et je reçois plusieurs messages de personnes qui me disent qu'ils écoutent ces chansons, donc ça me fait hyper plaisir. Et donc Thébault, c'est une des chansons que j'évoque. Et je l'évoque parce que Benoît a d'abord été chanteur de jazz, et il a arrêté de chanter juste avant qu'on se rencontre. Et il a décidé subitement de ne plus chanter, même dans un cadre privé, il ne voulait plus chanter. Et il a fait une exception pour mes 33 ans. Il a chanté Thébault. Et le jour de ses obsèques, il avait chanté Thébault pour mon anniversaire avec sa cousine. Et le jour de ses obsèques, sa cousine a chanté Thébault. Et donc, j'avais envie qu'on termine sur un karaoké, qu'on chante tous ensemble. Et puis, vous m'avez avoué que vous aimiez le karaoké. Donc, je me suis dit que c'était un signe. Mais oui, alors on va vous rejoindre dans la salle. C'est maintenant. T'es beau parce que t'es courageux de regarder dans le fond des yeux celui qui te défie d'être heureux. T'es beau comme un cri silencieux, vaillant comme un métal précieux qui se bat pour guérir de ses bleus. C'est comme une rengaine, quelques notes à peine qui force mon cœur, qui force ma joie quand je pense à toi. À présent, j'ai beau me dire qu'au fond c'est mieux, même si c'est encore douloureux. Je n'ai pas de recoin silencieux. C'est beau parce que c'est orageux. Avec ce temps je connais peu les mots qui traînent au coin de mes yeux. C'est comme une rengaine, quelques notes en peine qui forcent mon cœur, qui forcent ma joie quand je pense à toi. Toi qui sors de scène, sans armes et sans haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur de vivant. À présent, je pense à toi, toi qui sors de scène, sans armes et sans haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur de vivant. À présent, t'es beau, oh non 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 non, t'es beau. Et quand même, vous n'avez pas complètement vous séparer de Mathieu Simonet sur cette chanson, parce que vous avez un petit temps de rencontre à la sortie, de signature, de dédicace et de questions. Merci Mathieu, merci à vous, bonne soirée. Merci beaucoup Raphaël Léris, merci à Arnaud Catherine et Olivier Chaudançon qui nous accueillent à la Maison de la Poésie. Merci à Valérie Alouche à la lumière.
Vous pouvez l'applaudir. Et Jean-François Domingue au son, qu'on peut applaudir. Et Marc Ernoux et Camille Estève à l'accueil, qui vous ont normalement donné une petite enveloppe. Et à l'intérieur, vous pourrez l'ouvrir en sortant. Vous avez chacun une phrase du livre et vous avez chacun une phrase différente. Merci beaucoup.